Il y a quelque chose de particulier chez les gens qui ont grandi dans les années 1960. Peut-être est-ce leur façon de traverser les crises sans se fracturer, ou leur capacité à gérer l'incertitude avec une tranquillité presque surnaturelle, parce que les années 1960 n'ont pas seulement façonné une génération, elles ont créé une sorte d'architecture psychologique spéciale. Vous avez 6 ans. À l'école, chaque matin, vous et vos camarades faites un exercice appelé « se baisser et se couvrir ». L'enseignant siffle. Vous vous glissez sous votre bureau, enfouissez votre tête entre vos genoux pour vous protéger de la perspective d'une explosion nucléaire imaginaire. Vous ne saviez pas ce qu'était la guerre nucléaire, mais vous en saviez assez. Les armes pouvaient tout anéantir dans le monde. Quelque part, ce n'était pas un traumatisme classique. C'était plus étrange. Vous étiez entraîné à tenir 2 vérités contradictoires. Le monde pourrait disparaître demain, mais vous devez faire vos devoirs ce soir. Les psychologues appellent cela une dissonance cognitive productive. C'était juste un mardi pour vous. Voici ce qui est fascinant. Plutôt que de créer des adultes anxieux, cette vigilance constante contre les menaces a engendré l'effet inverse. Des personnes qui avaient une relation inhabituelle avec cette chose, appelée incertitude. Quand vous vous préparez pour l'apocalypse avant d'avoir 7 ans, les problèmes quotidiens ne vous effraient plus. Maintenant, imaginez l'épicerie du coin. Vous avez 8 ans. Votre mère vous donne quelques pièces et vous dit d'y aller seul. Vous y allez. Choisissez ce que vous voulez. Remettez l'argent. Comptez votre monnaie et rentrez chez vous. Ce n'était pas exceptionnel. C'était normal. Les enfants des années 1960 manipulaient de l'argent réel très tôt. Pas une série de chiffres abstraits sur un écran. De vraies pièces, lourdes dans votre poche. Et vous pouviez voir l'argent disparaître lorsque vous le dépensiez. Ce lien physique avec l'argent construit des voies neuronales uniques. Vous connaissiez viscéralement la cause et l'effet. Parlons maintenant de l'attente. La vraie attente. Vous voulez voir un film ? Le cinéma a un écran. Les films changent chaque semaine. Si vous le manquez, vous ne le verrez peut-être jamais. Vous voulez entendre votre musique préférée ? Vous vous asseyez près de la radio en espérant que le DJ la passe. Et quand elle passe enfin, vous vous précipitez pour l'enregistrer, espérant ne pas manquer le début. Ce cycle de désir et d'attente a reconfiguré le cerveau d'une génération entière. Ils ont conçu ce que les psychologues appellent la tolérance au délai. Ils réalisent que les bonnes choses valent la peine d'attendre. L'anticipation elle-même est un plaisir. Imaginez une soirée d'été. Tous les lampadaires viennent de s'allumer. Vous êtes dans un jardin avec d'autres enfants du quartier, jouant à un jeu que vous avez créé. Aucun adulte présent, personne pour superviser. Vous résolvez cela entre vous quand quelqu'un conteste. Chaque défi social est le vôtre. Cette pratique quotidienne a forgé quelque chose d'extraordinaire. Des personnes capables de lire une pièce en un clin d'œil, voyant la tension avant qu'elle n'escalade, sachant que les mots et les intentions sont souvent 2 entités distinctes. Mais certaines expériences ont laissé une impression plus profonde. Pensez au 20 juillet 1969. Vous voyez des images floues de quelque chose d'inaccessible. Un homme pose le pied sur la Lune. En temps réel, vous regardez la frontière de ce qui est possible s'élargir. Si nous marchons sur la Lune, quelles autres possibilités y a-t-il ? Ce moment a gravé en moi quelque chose de profond. Une croyance viscérale que même les obstacles les plus insurmontables sont surmontables. Ce qui veut dire que l'ingéniosité humaine peut accomplir l'impensable. Maintenant, considérez ce qui s'est passé quand vous avez perdu. Vous avez échoué à un examen. Vous n'avez pas été choisi pour l'équipe. Voici quelque chose qui ne s'est pas produit. Personne n'était venu réparer vos émotions. Personne ne vous a remis un trophée de participation. Vous avez échoué. Vous vous êtes senti terrible. Ensuite, vous êtes passé à autre chose. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la vérité qui vous enseignait la résilience. Vous avez réalisé que le rejet ne marquait pas la fin de votre histoire non plus. Que l'échec était une connaissance,
pas une identité. Ces personnes portent quelque chose dont le monde moderne a besoin. Elles se souviennent d'une sorte d'éducation dangereuse et libre. Elles sont la preuve vivante que la résilience n'est pas héritée. Elle se construit, que la compétence découle de la pratique, pas de la protection.